Et si, pour sauver la planète, avoir 100 principes était en fait une très mauvaise idée? C'est la question un peu provocatrice que pose le philosophe Stéphane Guérès en réaction à un manifeste écologique qui fait pas mal de bruit. Alors, on va décortiquer sa critique ensemble. Au cœur du débat, il y a donc ce fameux manifeste et ses 100 principes. Le chiffre, il est symbolique, c'est vrai, ça marque les esprits. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est du solide? C'est là que l'auteur de la critique, Stéphane Guérès, pose la question qui tue. Cette avalanche de règles, est-ce que c'est un signe de force ou est-ce que ça cacherait pas au contraire une forme de faiblesse? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet avec sa critique. Qu'est-ce qui cloche avec ce fameux chiffre 100, au fond? Et là, attention, l'auteur ne mâche pas ses mots. Pour lui, c'est clair et net. Ces 100 principes, ce ne sont rien d'autre que 100 prétextes pour imposer une vision unique. Ce n'est pas un guide pour mieux vivre, non, c'est un outil de contrôle. Et puis, sérieusement, pourquoi 100 précisément? L'auteur se demande pourquoi pas 101 ou tant qu'à faire 1001. Pour lui, c'est un choix complètement arbitraire. C'est un chiffre rond qui en jette, quoi. C'est fait pour impressionner, c'est de la poudre aux yeux. Donc, le message est limpide, hein. On mise tout sur la quantité pour paraître important, au détriment de la qualité, de la substance. C'est du spectacle, en fait. Une manière de se donner un air d'expert sans forcément avoir grand-chose de concret derrière. Ok, et c'est là que la critique devient vraiment intéressante. D'un point de vue philosophique, l'auteur va opposer deux visions de ce qu'est un principe. Et elles sont radicalement différentes. Le contraste est saisissant. D'un côté, il y a le vrai principe moral. C'est celui qu'on choisit de son plein gré, de s'appliquer à soi-même. Et de l'autre, eh bien, des règles qu'on impose aux autres par la force. L'auteur appelle ça la violence législative. Et pour lui, ça n'a plus rien de moral, évidemment. Il y a une citation de Chateaubriand qui résume parfaitement ce danger. Comment un gouvernement pourrait-il se dire libre s'il a corrompu dans les cœurs le principe même de toute liberté? La question se pose. Bon, d'accord. Si sans principe c'est trop, on fait quoi alors? Eh bien, l'auteur a une proposition. Une proposition radicale. Un seul, unique principe. Et pour ça, il va chercher du renfort chez un certain Victor Hugo. Rien que ça. Politiquement parlant, il n'existerait en fait qu'un seul principe qui vaille, la souveraineté de l'individu sur lui-même, ce qui, en un seul mot, s'appelle la liberté. Alors qu'est-ce que c'est ce principe de liberté? En fait, c'est assez simple, il se définit surtout par ce qu'il refuse. Le rejet de l'autorité imposée, de la contrainte, de la tromperie, bref, le rejet de toute forme d'agression. L'idée, c'est ça, la coopération plutôt que la coercition. Voilà tout. Au lieu d'utiliser la force, la liberté, elle, pousse à coopérer. Comment? Par la discussion rationnelle, par la persuasion. On est dans un système basé sur l'échange, pas sur la contrainte. Ok, c'est bien beau tout ça, mais le rapport avec l'écologie dans cette histoire, c'est là que toute la perspective se renverse complètement. L'auteur propose de voir les choses sous un angle totalement différent. Et si, au lieu d'être le problème de la nature, l'être humain était en fait sa finalité? Et si tout dans la nature tendait vers l'émergence de l'humanité? C'est une sacrée perspective. Forcément, une vision comme ça change tout pour l'écologie. Le cœur de l'argument, c'est que pour sauver la nature, il faut d'abord sauver l'humanité. La clé pour protéger la nature, ce serait donc de protéger la liberté humaine. La logique proposée est la suivante. Tout part du respect de l'autre. Ce respect permet à chacun d'exercer sa liberté. De cette liberté naît la paix parce qu'elle repose sur la non-agression. Et au final, la nature est protégée, un peu comme une conséquence naturelle de cette harmonie humaine. Et pour conclure sa pensée, l'auteur choisit une image toute simple, mais très puissante. Une plage, un coucher de soleil, un calme absolu, qui tranche radicalement avec les discours alarmistes qu'on entend si souvent en écologie. Sa conclusion, c'est que l'écologie n'a pas besoin de scénarios catastrophes pour glorifier la vie. Parce que la vie, au fond, elle se suffit amplement à elle-même. Et tout se termine sur cette question un peu provoque, la vie a-t-elle vraiment besoin de charlatans, comme il dit, et de leurs 100 principes pour assurer son éternité? À méditer.